Aujourd'hui, nous ne sommes plus tout à fait dans les sociétés telles qu'elles ont été analysées, décrites par Michel Foucault, si vous voulez, qui rendaient parfaitement compte des sociétés telles qu'elles sont émergées dans la deuxième moitié du 19e, au moment de la deuxième révolution industrielle, telles qu'elles se sont épanouies au cours du 20e, qui étaient des sociétés disciplinaires où finalement pour faire vite et pour faire simple, on enfermait les individus dans des institutions, ces institutions étant la prison, l'hôpital, l'école, la famille, etc. Et on leur apprenait à penser et à agir d'une certaine manière au regard des exigences sociales et économiques qui étaient celles de cette époque-là. Ça a été parfaitement analysé par Foucault, et encore une fois, l'œuvre de Foucault est pour moi tout à fait précieuse, extrêmement importante. Il montre bien l'extension sociale de la norme qui fait qu'à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, on va normaliser les populations. Il y a une normalisation sociale qui s'impose. Qu'est-ce que c'est la norme? C'est facile à comprendre. Canguilhem en a donné une définition extraordinaire. Canguilhem, c'était pas un gauchiste. Canguilhem, c'était un homme plutôt centre-droit, était médecin, philosophe résistant. Il dit la norme, c'est quoi? C'est la somme des exigences qu'on impose à une existence. C'est la somme des exigences qu'on impose à des existences. La normalisation, elle est là. Cette normalisation, encore une fois, elle opérait par le relais et le truchement de toutes ces institutions disciplinaires dont je vous ai parlé. Et encore une fois, ce n'est pas péjoratif, puisque en même temps, les individus souhaitent qu'on leur apprenne à pouvoir paraître dans l'espace social. Là, aujourd'hui, ça bascule. Et c'est pour ça que la crise est importante. Elle est importante politiquement, elle est importante socialement, elle est importante psychologiquement. Elle explique notamment, par exemple, l'émergence et la multiplication des suicides dans certaines professions qui ne les avaient pas connues jusque-là, par exemple les internes en médecine, etc. Et si vous voulez, nous quittons aujourd'hui ces territoires, pourrait-on dire, disciplinaires. Pourquoi ? Parce que finalement, pour discipliner les individus, on n'a plus besoin de les enfermer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont séquestrés partout. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, je cherche une définition des sociétés de contrôle par Deleuze, les nouvelles technologies, elles permettent justement, voyez, de ne pas avoir à enfermer des gens dans une usine ou dans un bureau ou dans un laboratoire de recherche, puisque déjà, avec le télétravail et autres, ils sont partout en train de produire et ils sont partout surveillés. Et c'est ce point qui est extrêmement important. De la même manière, au niveau de l'enseignement, vous le voyez de plus en plus, n'est-ce pas ? Les examens constituaient avant le moment, pourrait-on dire, d'affranchissement de l'élève qui était en quelque sorte libéré de ses obligations de savoir. Aujourd'hui, c'est en permanence qu'il faut une certification diverse et variée et de contrôle de différents moyens. Il y a quelque chose qui est en train de basculer. Alors, pour essayer de bien faire entendre, parce que je n'ai pas encore commencé, pour bien essayer de vous faire entendre ce que je veux dire, n'est-ce pas, par justement ce basculement. C'est important parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport aux épidémies aussi. N'est-ce pas, ce basculement, si vous voulez, des sociétés disciplinaires vers nos sociétés qui sont des sociétés de contrôle, dont Deleuze nous dit, vous savez, sur les autoroutes, bien sûr les autoroutes, c'est pas fait pour contrôler les gens. Mais pourtant, les autoroutes, c'est exactement le paradigme où on peut, en quelque sorte, sans avoir enfermé les gens, les suivre en permanence, les contrôler, les surveiller et les normaliser. Et c'est un peu ça, c'est cette société-là dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et Deleuze écrit, nous entrons dans des sociétés de contrôle qui fonctionnent non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée. Bien sûr, on ne cesse de parler de prison, d'école, d'hôpital. Ces institutions sont en crise. Mais si elles sont en crise, c'est précisément dans des combats d'arrière-garde. On essaie de nous faire croire à une réforme de l'école alors que c'est une liquidation. C'est un point qui est extrêmement important et qui peut vous expliquer qu'aujourd'hui, s'opère une espèce de déterritorialisation de tous ces lieux. C'est-à-dire que ce sera plutôt l'hospitalisation à domicile, ce sera plutôt l'accompagnement quasiment à vie d'individus à risque, etc., plutôt que l'enfermement. Ce sera plutôt le bracelet électronique que la prison, etc. Et quelque chose change et qui est permis justement, je reviens à ce que je vous ai dit au tout début,
qui est permis par ces nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui de contrôler en permanence, de surveiller, de normaliser, de corriger, de redresser les individus sans avoir à les enfermer. Je veux dire, il laisse des traces numériques. Et ces traces numériques, regardez, vous allez sur Internet, vous allez vous renseigner pour savoir Pamiers, il y a combien d'habitants? Je regarde sur Internet, bon, et j'ai la réponse. Bon, tu me l'avais donné avant, mais bon, etc. Qu'est-ce qu'on produit à Pamiers? Bon, mais en même temps, je laisse mes pas numériques, je laisse mes traces numériques, qui sont stockées. Elles sont extraites, stockées, traitées et revendues par des puissances qui sont des puissances commerciales, mais qui sont aussi des puissances politiques. En Chine, par exemple, vous avez un permis social à points. Vous savez, vous et moi, nous avons un permis à points pour conduire, et lorsque nous avons des infractions, on nous retire des points. Eh bien, en Chine, n'est-ce pas, vous avez la première dictature numérique qui a réussi son coup, puisque chaque Chinois reçoit quelque chose comme l'ordre de 800 ou 900 points, je ne sais plus, et chaque fois qu'il y a une anomalie de comportement, je ne parle pas de délit, je ne parle pas de crime, mais d'incivilité pour aller vite, n'est-ce pas? Il va traverser au feu rouge, il ne ramasse pas les crottes du chien, alors s'il critique le Parti communiste chinois, alors l'attaque c'est vraiment la totale, mais on lui enlève des points. Et il y a un moment où il atteint un seuil où il n'a plus le droit de voyager. Il n'a plus le droit de réserver des hôtels à l'étranger. Il n'a plus le droit de prendre certains moyens de transport, il n'a plus le droit d'accéder à certains établissements universitaires, il n'a plus le droit d'accéder à certaines, si vous voulez, à certains organismes de soins et autres, et il n'a plus le droit pour les entreprises à certains marchés publics. Donc il faut bien voir qu'il y a donc, vous voyez ce que je voudrais essayer de vous faire entendre, c'est qu'il y a donc la possibilité aujourd'hui, à notre insu, d'une dérive vers une espèce, allez, n'ayons pas peur du mot, de technofascisme. Ce mot, il avait été employé par Pasolini, il a été employé par Ivan Illich, et il est assez juste. C'est-à-dire qu'il est possible, c'est pas un parti, c'est pas des individus, c'est la technique. Jacques Ellul, qui n'était pas très loin d'ici, enfin, il était à Bordeaux, Jacques Ellul a énormément travaillé, il nous a laissé une œuvre considérable là-dessus. La technique, le système technicien en lui-même peut être amené à prescrire aux humains la manière dont ils doivent se comporter, dont ils doivent se conduire.